Dino Buzzati, Teddy Boys. Les garçons du faubourg se sont montés la tête. Ils ne se résignent pas à appartenir à la blette où Dieu les a fait naître. Ils voudraient s'élever, se transformer en messieurs, traiter d'égal à égal avec les gens comme moi, je veux dire les hommes bien, qui ont du sang dans les veines. Ils n'arrivent pas à comprendre les malheureux quel abîme nous sépare. Ils se sont mis à nous singer, se procurant qui sait avec quel procédé et quel sacrifice des vêtements à peu près semblables à ceux que nous portons. Je dis à peu près, parce que, vu de loin quelquefois on pourrait s'y tromper, et il y a des imbéciles qui leur donnent de grands coups de chapeau quand ils les rencontrent. Mais de près, il faut être aveugle pour ne pas les reconnaître, ces rustres. Non, ces pourpoints ridiculement étroits ou grotesquement bouffants, ces choses qui retombent en accordéon, ces bottes éculées. Et puis l'épée, parce que tous ces drôles paradent avec, au côté, l'arme qui est le symbole de la chevalerie et que la loi interdit à des manants comme eux. Il paraît même que, dans certains cours, ces voyous tiennent des écoles d'armes, instruits par quelques vieux lasquenets des catis, pour être, en tout et boire partout, comme nous. Jusque-là, ça peut encore passer. Mais la effronterie en est arrivée au point que la nuit, par groupes de 2 ou 3, ils osent sortir de leur quartier infect et flâner à proximité de l'île Haute, l'antique centre de la ville réservé aux faibles nobles. Certains se risquent même entre les vénérables murs de nos palais, dans un geste de défi ostentatoire. Malheureusement, les gardes grand-ducaux qui effectuent les rondes, les guerriers falleux qui devraient protéger pendant la nuit le calme et la décence, sont de pauvres couards. Lorsqu'ils voient s'approcher d'un pas arrogant ces voyous, ils esquivent, et se dissimulent dans les corridors et les fossés. Et alors, pour préserver la dignité de ces endroits qui nous appartiennent depuis des siècles, nous avons dû intervenir, nous autres fils de l'aristocratie. Nous aussi, par groupe de 2 ou 3, et nous montons la garde. C'est ainsi qu'en l'an de grâce 1686, le divertissement a commencé. Un soir, 3 voyous, dans les 16-17 ans, camouflés en seigneurs, débouchèrent place de la Consolation. Fabrizio Cortezzani, Franz de la Hurte et moi-même, Lionetto Antelami, nous nous tenions dans l'ombre d'un portique. Quand ces 3 types passèrent près de nous, Fabrizio poussa un grand éclat de rire. Comme ils ne nous avaient pas aperçus, ils sursautèrent. « Et quoi ?» dit Fabrizio. « Vous avez eu peur 3 costauds comme vous ?»« Va-t'en au diable !» fit le plus gros des 3 qui avait une figure de palefrenier. « Est-ce que tu voudrais nous chercher querelle par hasard ? Allez, oust, mon petit, déloge de là avant qu'il ne soit trop tard. » Il se planta, les jambes écartées, la main droite sur la poignée de son épée. « Fils de... » répondait Cortezzani. « Nous sommes ici chez nous, et tu le sais. File, et plus vite que ça. » Franz et moi, nous nous tenons à l'écart, savourant par avance la scène. Et pour dire la vérité, les 2 compagnons du faquin s'écartèrent afin de laisser le champ libre. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent agir comme de vrais gentilshommes. Voilà où en arrive le snobisme de ces va-nu-pieds. À la lueur parcimonieuse d'une lanterne, les épées jettent des éclairs. C'est un duel en bonne et due forme. Le lourdeau est au moins le double de Fabrizio. Mais à quoi servent les muscles et la viande ? La distance est telle. Que peut espérer un rustre contre un fils de seigneur ? Ce fut tellement rapide que nous ne nous en rendîmes même pas compte. L'imbécile avait à peine attaqué avec une feinte ou quelque chose d'approchant que la lame de Fabrizio l'avait déjà perforé de part en part. On vit très bien le fer ressortir dans son dos. Il s'écroula avec un bruit sourd. Il gémissait. Les 2 autres avaient disparu. Ce fut le premier. Par la suite, de nuit en nuit, ces rencontres devinrent bien vite une plaisante habitude. Régler leurs affaires à ces babouins était un jeu pour nous autres rompus aux finesses de l'escrime depuis notre tendre enfance, avec les maîtres les plus célèbres de l'école de Naples et de l'école espagnole. Chaque soir, des types nouveaux que l'on découvrait le matin, çà et là, étendus dans une flaque de sang. Naturellement, tous ne possédaient pas le courage suffisant pour se mesurer avec nous. Et il y en avait un, par exemple, maigre et contrefait, au visage très pâle, habillé tout en noir. 5 fois au moins, il m'avait vu expédier dans les règles de l'art son compagnon. Et sans insister, il filait, alors le long des murs. « Et toi » lui criai-je, « ça t'a plu l'exercice ? Tu ne veux pas essayer à ton tour ?» Il se retournait un moment et me regardait. Quelle haine dans ses yeux ! C'était le meilleur des compliments. Des yeux enfoncés, ronds, ténébreux. Il me regardait. Et puis, fuit. Il devait avoir appris à me connaître maintenant.
Il savait même sûrement mon nom. Et il avait dû remarquer que lorsque j'ai une épée en main, le sort de mon adversaire est déjà réglé. J'avoue qu'on pouvait s'attendre au pire de la part de ce type-là, une attaque par derrière ou un assaut à 4 contre 1. Mais je le répète, ces jeunes gueux respectaient inexplicablement la règle du jeu. Toujours 1 contre 1. Et c'était cela qui nous faisait enrager, comme s'ils disaient « Eh, qu'est-ce que vous croyez? Vous pensez que vous êtes les seuls à être des seigneurs? Quitte à en mourir, nous aussi, nous sommes des gentilshommes. » Cependant, le genou dont je parlais me fuyait. Des regards par en dessous, ça oui, lourde malédiction. Mais ensuite il prenait ses jambes à son cou. Comme j'aurais aimé pouvoir lui enseigner dans les viscères certaines finesses de l'escrime. Après, il les aurait retenues pour l'éternité. Comment le sort pouvait-il me refuser la chance de me trouver face à face avec lui? Il n'était ni grand, ni gros, ni robuste, et pourtant aucun de ses dignes compères n'avait un aspect plus irritant que le sien. Mais non, rien. Peut-être ce soir. Qui marche dans les rues de Catorti? Il est 2 heures. Jusqu'à présent, la nuit a été morne. Le comte Marchetto Salvan est reparti. Il n'y a plus que le jeune marquis d'Eglistradi qui soit resté pour me tenir compagnie ici au coin des palais des prieurs, endroit privilégié où j'ai déjà étendu raids 6 ou 7 de ses valets d'écurie. Qu'est-ce que vous voulez parier que c'est mon maigrichon Noiraud? Nous nous figeons tous les deux, immobiles comme 2 pierres, à l'extrémité du boyau. La ruelle des Catorti est sombre, mais on distingue pourtant à contre-jour la silhouette du jeune Baraba. Désormais, il n'est guère qu'à une dizaine de mètres. Quelle figure pâle! On dirait un mort. Ses yeux épis, il ressemble à 2 cavernes remplies de haine. Ça fait plaisir de voir quelqu'un qui a peur à ce point-là. Mais alors pourquoi vient-il? Pourquoi a-t-il envie de mourir? 3 mètres nous séparent. 2 mètres. Il est là, tout près. Je pourrais le saisir au collet si seulement j'allongeais le bras. D'un air indifférent, je fais un pas en avant, lui barrant le chemin. « Hé, José !» demandai-je d'Eglistrasi. « Pourrais-tu m'expliquer comment cela se fait-il que ce petit pou m'a donné une bourrade ?» Nous sortons tous les deux de la ruelle pour aller à l'air libre. Et nous l'attendons. « Tu es ivre ?» lui fait d'Eglistradi d'un ton doucereux. « Pourquoi as-tu marché sur les pieds d'un gentilhomme ?» Le voici devant nous, finalement éclairé par la lanterne du palais Ormea. Petit, misérable, vil. Des haillons noirs le recouvrent avec des prétentions seigneuriales. Et quelle figure! Des siècles d'abjection et de souffrance ont marqué son front bas, son nez tordu, ses lèvres épaisses. Je balbutie le pauvre air. Je n'ai pas... Demande pardon tout de suite à mon ami, le comte, et nous te laissons filer, fit en souriant le jeune marquis. Le type hésite. On dirait qu'il est cloué sur place par la terreur. Mais est-ce que c'est de la terreur? Et finalement, il se décide enfin. Je vous demande pardon si... À genoux, fais-je. À genoux. Alors il me fixe de ses yeux de damné. Il se raidit. Il fait un bond rapide de côté et jaillit du boyau. Il recule de 2 pas, met la main à l'épée. « Tu es bien sûr de toi, comte ?» demande-t-il d'une voix rauque. Les fers sortent des fourreaux avec une sorte de sifflement. J'attendais ce moment depuis des semaines. Mais j'irai lentement. Je veux m'amuser. Lui laisser jusqu'au bout l'illusion. Quel jeu! Quel jeu délicieux! Nous tombons en garde tous les deux. Je me sens jeune et heureux. Aussitôt que les lames se touchent, je mesure immédiatement sa faiblesse. « Répugnant personnage !» lui dis-je. « M'expliqueras-tu pourquoi tu veux mourir ?»« Pour elle, » répondit-il. « Pour elle qui ?»« Pour elle, » répéta-t-il, et de la main gauche il montre à une fenêtre où, accoudée, Juliana, ma maîtresse, assiste à la scène. « Chien de bâtard, tu ne le répéteras pas 2 fois !» hurlai-je en pointant devant ses yeux mon épée. J'avais envie de pousser la plaisanterie à son point extrême avant de les transpercer. Son insolence me fait changer d'idée. Non, je ne peux plus attendre. Je lui porte une double botte grecque, une de mes spécialités. Naturellement, il n'y était pas préparé. Il se démène frénétiquement. J'ai la sensation que mon épée s'enfonce. Non. Par une contorsion grotesque, ce cafard s'est sauvé de justesse. « Ça ne t'a pas plu? Et c'est donc celle-ci. »
J'ai perdu mon calme. L'idée de le voir encore vivant devant moi m'est insupportable. Mais son épée, dans un mouvement de terreur frénétique, réussit encore, qui sait comment, à dévier ma lame. Étrange, il me semble plus grand qu'il y a seulement quelques instants, presque aussi grand que moi. Ses lèvres épaisses sont entr'ouvertes, laissant voir les dents. On dirait qu'il rit. « Ah, tu ris, mon gaillard ?» Et je bondis, parant son cou avec une foudroyante rapidité. Impossible qu'il s'en sorte cette fois. C'est absurde, c'est invraisemblable. Dieu seul sait comment il a pu parer ma botte. Jusqu'au dernier moment, avec une contorsion comme je n'en ai jamais vu, il échappe à l'estocade. Il rit à gorge déployée, le misérable. Maintenant, il est grand, très grand, il me dépasse d'une bonne tête, et il me dévore de ses effroyables yeux enfoncés, ténébreux, ronds comme ceux des têtes de mort. Il n'a pas 2 jambes, mais 3, 4, davantage, très longues, minces et très rapides. Il n'a pas une épée, mais 2, 5, 50 épées qui sifflent avec de féroces moulinets. Du coin de l'œil, j'interroge mon compagnon. Il est appuyé au mur, immobile, avec une expression très étrange. L'horrible araignée me talonne. Je pars. Une crampe me raidit le poignet. Est-ce que je vais résister? Je m'essouffle. Il faut en finir vite. Je vais recourir au coup de sarrasin. Cette botte n'est guère orthodoxe, mais dans les cas extrêmes, là... Une pointe de feu dans la poitrine, à l'intérieur toujours plus profonde. Mais qui donc éteint les lumières? Pourquoi cette obscurité? Fin.